Les amis, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'essaye de regarder la caméra, j'y arrive toujours pas. C'est très difficile à faire ça. Sur les maisons containers, et donc on va parler de la maison container de 120 mètres carrés que je construis actuellement. Donc quand je dis 120 mètres carrés, ne m'en voulez pas. Effectivement, les containers ont une superficie, une surface qui est strictement identique sur l'absolue intégralité des containers en 20 pieds, en 40 pieds, et ainsi de suite. Mais là, on a fait des modifications, donc on se retrouve avec 8 mètres carrés supplémentaires. Donc en fait, on a 4 containers, pardon. Donc en définitive, on a 4 containers de 40 pieds, mais on se retrouve effectivement avec 120 mètres carrés de surface habitable nette. Voilà. Donc, pourquoi je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à présent, c'était juste pour répondre à tous les petits amis très sympathiques sur YouTube qui m'envoient des commentaires en me disant ouais, tu critiques, mais si tu critiques, t'as qu'à en faire une. Ben en fait, j'en fais une. C'est pour ça que je peux pas faire des vidéos, les gars. C'est-à-dire, je peux pas être sur une toiture, sur des parois. En plus, les containers sont montés, donc on est à 6 mètres de hauteur. Un peu plus de 6 mètres de hauteur si on compte les acrotères et puis le vide et la garde à l'eau, le petit vide technique et la garde à l'eau, on est à 7 mètres de hauteur. Donc je ne peux pas me trimballer avec mes outils à 7 mètres de hauteur sur une échelle en même temps que je tiens la caméra. Je ne suis pas un intermittent du spectacle, je suis un ancien charpentier et je suis expert en bâtiment. Vous comprendrez que je ne peux pas faire les vidéos parce que je n'ai pas l'équipe de tournage. Et parce que je ne suis pas là pour parler de choses que je ne sais pas faire, je suis là pour faire des choses dont ensuite je vais parler. Ceci étant dit, et j'espère que effectivement ceci permettra de remettre les pendules à l'heure avec tous les amis, les petites libellules qui m'envoient des commentaires sulfureux. Les Piou, je construis une maison container de 120 mètres carrés et j'en attaque une seconde. Donc voilà, donc arrêtez de me dire que je ne sais pas faire. Oui, je ne sais pas faire parce que personne ne sait faire les maisons containers, vu que les maisons containers jusqu'à présent ça n'existait pas, d'accord. Par contre, quand je dis quelque chose, je le fais et je le fais avec mes mains, les Piou. Voilà, avec mes mains et avec mes outils, parce qu'aujourd'hui on a des outils, on n'est plus à l'époque de l'Égypte ancienne. Ceci étant dit, il y a plein de choses qui sont super sympas à dire et on va voir plein de choses aujourd'hui. On va essayer surtout de dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce que maintenant, voilà, maintenant, une fois que je me suis bien cassé le dos, bien cassé les épaules, une fois que j'ai bien analysé tout le truc, la première chose, les petites libellules, aménagez vos containers quand ils sont au sol. Et là, je parle dans le cadre d'une maison container sur un étage, sur un R+1, pardon. Faites vos aménagements au sol et ensuite levez les containers. On va évoquer la problématique, on va dire, des pré-cadres qui, pour moi, restent un problème. On va évoquer la problématique de la soudure des containers, de la solidarisation des containers l'un à l'autre, qui pour moi reste un problème. On va évoquer le problème du cintre, donc de la flèche des longerons en 6-6 qui sont sur les parties supérieures des containers et du contre-cintre, de la contre-flèche de l'IPN. On ne dit pas IPN, je suis désolé, mais à chaque fois, bon, c'est un mot, c'est une image écran, donc à chaque fois je dirais la même chose, tant pis. Du solivage du container qui a tendance à vouloir se mettre en contre-cintre. On va l'évoquer parce que c'est un véritable problème. D'accord. On va évoquer les problèmes de contreventement, on va évoquer les problématiques de doublage, d'isolation. Donc, je vais presque tout vous dire parce que j'arrive à la fin, il me reste une semaine de travail pour livrer le chantier. Donc, on aura commencé le 24 juin. Première livraison de matériaux, c'est notre ami Chausson Matériaux qui nous a livré l'intégralité des besoins qu'on avait sur le chantier, hormis l'acier, le 24 juin. Et donc ça fait 3 mois et on va pouvoir arriver à terme. Ce que je voulais dire par là, c'est que en fait, donc toutes les problématiques que j'ai rencontrées sur ce chantier-là, moi j'en ai résolu jusqu'à 85% au niveau sur le plan
technique, au niveau technique. Donc il me reste 15% de problématiques à résoudre. Donc quand j'aurai résolu ces 15% de problématiques, je vous dirai, allez-y, foncez, faites une maison container. Tant que je n'ai pas résolu les 15% de problématiques restantes, que je veux résoudre, pas uniquement en théorie et sur le papier, que je veux résoudre sur le chantier. Tant que je n'aurai pas résolu ces 15% de problématiques-là, je vous dis simplement, attendez, on va voir effectivement à terme ce qu'on va pouvoir réaliser avec les maisons containers, parce que, je vous le répète, moi je ne suis pas... c'est pas un mauvais clin d'œil que je fais là. Ne prenez pas ça mal, ce n'est pas un mauvais clin d'œil. Je ne suis pas intermittent du spectacle, je ne suis pas vidéaste, d'accord ? Je n'ai pas une société de vidéo, je sais pas quoi, de montage. Bon. Moi, je suis un homme de l'art, donc je suis un homme de l'art qui a vécu 30 ans, 35 ans sur les chantiers et qui aujourd'hui est expert en bâtiment. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes lecteurs, j'ai une responsabilité vis-à-vis de mes auditeurs et j'ai une responsabilité vis-à-vis des gens qui me demandent conseil. J'ai une responsabilité énorme. Je ne suis pas juste là pour faire de la publicité pour le roi Merlin. Voilà. Ça, je pense que maintenant c'est dit, c'est clair. Donc ça veut dire que lorsque je suis arrivé sur les maisons containers, j'avais 90% d'a priori mauvais, de mauvais a priori, et j'avais 10% je me disais bon, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Et comme je vous disais tout à l'heure, 85%, tant que je n'aurai pas résolu les 15% restants, je dis 85% d'avis, a priori, plutôt pas mal maintenant, a posteriori, pardon, plutôt pas mal sur le container. 85%, il me reste 15% à résoudre. Tant que je n'aurai pas résolu les 15% de problématiques qui, moi, me semblent rédhibitoires, je vous dirai, on attend. Voilà. Donc ça, je voulais que ce soit clair pour éviter qu'on se méprenne en fait sur mes propos. Comme je le dis souvent, moi je ne travaille ni pour Lafarge, ni pour Biotherm. La brique c'est bien, l'agglo c'est bien, tous les systèmes constructifs sont bien, et moi je suis pour, oui et non. J'encourage l'autoconstruction à 200%, parce que pour moi c'est quelque chose, c'est un droit fondamental. Par contre, que l'autoconstruction soit dirigée et menée par des intermittents du spectacle, non, je ne suis pas d'accord. Donc là, il faut des maçons, des ferronniers, des métalliers, des menuisiers, des isolateurs, des industriels, des études techniques, des notes de calcul. Non, voilà. Il nous faut tous ces gens-là, tous ces professionnels-là, il faut qu'on les regroupe, il faut qu'on leur pose des questions. Même moi, je peux dire des conneries de temps en temps, mais lorsque je dis une connerie, je pose la question à un référent technique, et ce référent technique, il est censé me répondre. Et lorsqu'il me répond favorablement, je dis OK, et lorsqu'il me répond défavorablement, je dis OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour parer à cette problématique-là ? Donc, bref bilan, les petites libellules, tout ce que j'avais dit dans ma première vidéo, alors que je n'avais pas encore commencé. Donc tout ce que j'avais dit dans ma première vidéo, alors que je n'avais pas encore commencé le chantier de maison container, s'avère. Voilà. Donc je ne peux pas vous dire mieux, pour la bonne et simple raison qu'encore une fois, on ne remet pas en cause la mécanique des matériaux, quoi. Donc je n'ai pas besoin d'aller sur un chantier pour savoir ce qui va déconner. La plupart de mes expertises, je les fais sur photo. Voilà. Pourquoi ? Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de me déplacer pour savoir à quel moment ça va déconner. J'ai juste besoin d'avoir un plan, des éléments techniques, et je sais avant même d'attaquer le chantier que ça va déconner. Donc quand je vous dis qu'on a un problème de cintre des containers lorsqu'on ouvre les parois, c'est vrai, il faut juste me faire confiance, parce que la vérité, c'est que sur le terrain, je l'ai fait, j'ai ouvert une fenêtre, j'ai calculé, j'ai pris mes mesures, et j'ai remarqué qu'on avait effectivement un phénomène de cintre. Bon. Mais ça se gère, ça s'anticipe, et c'est une problématique qui est solvable, qu'on peut résoudre sans aucun problème d'ailleurs. Mais il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Quand on a des problèmes de point de rosée, que tout le monde dit ouais, mais bon, voilà. Moi j'ai dit il va y avoir un point de rosée, il y a un point de rosée. Donc je l'ai dit avant de faire la maison container, je l'ai constaté après. Donc, mais je vous dis simplement qu'il y a possibilité de résoudre ce problème-là. Simplement, il ne faut pas le cacher. Voilà. Et ça, c'est valable pour absolument toutes les problématiques que j'ai évoquées dans mes 3 premières vidéos, je crois. Eh bien, que vous le vouliez ou non, que ce soit amusant d'écrire des commentaires ou non, il s'avère que tout ce que j'avais dit se révèle sur le chantier. Donc, ne soyez pas obtus. Moi, je vais vous donner les outils pour faire de votre maison container une maison réussie.
pas une maison sur laquelle vous allez avoir des problèmes de dommages et d'ouvrage dans les 3 ou 4 mois, ou 1 mois, ou 6 mois, ou 1 an après. Je vous rappelle que je suis expert en bâtiment, j'ai déjà 2 dossiers qui m'ont été soumis au niveau des maisons containers, donc des lecteurs visiblement, hein, que je remercie d'ailleurs. Donc je ne suis pas là pour vous embêter, je suis là pour vous dire si vous avez 100 000 euros à mettre dans une maison container. Moi je suis là pour vous expliquer que si vous suivez mes préconisations, et éventuellement si on ouvre la discussion, si on est plusieurs à réfléchir dessus, on va faire en sorte que ces 100 000 euros ne se transforment pas en cauchemar, mais qu'ils se transforment en rêve. Donc s'il vous plaît, soyez dans les commentaires. La critique est bonne. La critique est bonne. Et même moi, il n'y a pas de problème. Critiquez-moi, mais critiquez-moi sur des trucs que je ne sais pas. Ne me critiquez pas sur des trucs que je sais depuis 30 ans. Voilà. Ouh, ça fait... t'as vu comme ça envoie. Donc voilà, allez. Là, on va se montrer quelques petites images. Donc les problématiques qu'on a eues, je le rappelle, sur les montants, sur les fenêtres, sur les ouvertures, sur les cintres, sur les contre-cintres, sur la toiture. Et là, on va se rendre compte qu'effectivement, on arrive au bout. On arrive au bout de ces 120 mètres carrés. Donc le client, effectivement, il est super content d'une manière. On a essayé de faire une enveloppe parfaitement hermétique autour du container de manière à éviter autant que faire se peut la conductilité, puisque on sait, lorsque vous prenez une torche en bois, ça n'existe plus. Vous savez que vous ne pouvez pas vous brûler, même si la torche prend feu, le bois est très peu conducteur. Mais en acier, c'est rapidement conductible. Donc on essaye de gérer tous les ponts thermiques au maximum. Au maximum. Ça veut dire qu'on a fait une enveloppe tout le tour du bâtiment avec une première passe de PU. Alors est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Ça, encore une fois, pour l'instant, je vous le dis, ça fait partie des 15% des choses qui me restent à définir. Et j'ai la chance d'avoir une Ilion Insulation qui a répondu à ma demande et qui fait une étude là-dessus. A priori, le système est bon. Et d'ailleurs, je crois que le jeune de LBS System, là, que j'avais adoré, j'avais fait une vidéo sur lui, parce que j'avais adoré, j'avais trouvé son travail formidable, mais véritablement formidable. Et aujourd'hui encore, je le trouve formidable, à utiliser cette méthode-là lui aussi. Bon, on va dire qu'il y a un faisceau d'indices quand même qui viennent quand même tous à peu près dans le même sens pour dire que la méthode n'est pas mauvaise. Maintenant, on sait que le PU, ce n'est pas un isolant écologique. Donc nous, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 40 mm de PU sur l'ensemble de la paroi et j'ai tout coffré. J'ai fait un coffre-fort de PU. Parce que je sais que le point de rosée va se créer de manière interstitielle, et je l'ai remarqué, je l'ai vu, je l'ai noté, je l'ai attesté sur le chantier, entre le PU et la paroi métallique. Ça veut dire que le point de rosée, l'eau, ne va pas venir contaminer l'isolant laine minérale que j'ai posé après. Donc pour faire simple, c'est une question qui revient assez régulièrement, l'isolation d'une maison container. Je n'ai pas la science infuse, je dis ce que je n'ai pas aimé, et je dis ce que aujourd'hui je trouve pertinent. Et je laisse une interrogation, une porte ouverte, et j'attends que Uniline Insulation, avec l'accent anglais, me réponde sur la faisabilité technique à terme. Quand je dis à terme, c'est 15, 20, 30 ans. Bon, voilà. Donc, j'ai fait une enveloppe PU autour du container pour éviter que la vapeur d'eau migre vers l'isolant. Donc quand on voit, et je le répète, je l'ai déjà dit 2 fois, la laine végétale, quelle qu'elle soit, laine de bois, enfin laine végétale, à même la paroi des containers, je le répète, c'est une erreur grave et inadmissible. La laine de bois, en l'occurrence, ne supporte pas les milieux humides. Voilà. Donc vous ne faites pas ça. Vous oubliez ça, c'est du mensonge, c'est de l'incompétence, c'est du manque de savoir, c'est des raccourcis, c'est du biais cognitif, c'est de la vulgarisation à l'extrême. Et donc votre isolant, dans 3 ans, il est mort, il est plein de pourriture et de champignons. Donc vous ne faites pas ça. Okay, je ne vous dis pas de faire le PU, je vous dirai de faire le PU quand j'aurai l'affirmation et la confirmation de la part du fabricant et de l'industriel que ma méthode est bonne. Donc pour l'instant, je vous dis juste, mettez en place votre projet, déposez votre permis de construire, mais attendez quelques semaines. Okay, pour la partie des précadres et des menuiseries, encore une fois, je l'ai dit, on a 2 problèmes. On a un problème de pont thermique et on a un problème de raidisseur. Donc problème de pont thermique et de viabilité dans le temps. Donc les tunnels OSB, vous oubliez, c'est une connerie monumentale.
Je rappelle d'ailleurs que ce ne sont pas des tunnels, hein, d'accord, ce sont des pré-cadres, c'est du bricolage. Bon. Là, sur ce chantier, j'avais pas le choix, le client avait commencé comme ça, on a fait des tunnels en CTBH, c'est mieux, bon, c'est pas top, hein. On oublie ça. Donc moi, je propose qu'on fasse des pré-cadres en Purnit. J'ai aucun sponsor Purnit. Sauf si Purnit écoute cette vidéo et qu'ils acceptent de m'envoyer un petit chèque de, je sais pas, allez, 250 €. Ouais. Non, sauf si Purnit accepte de financer mon pèlerinage en moto avec un petit chèque conséquent. Alors pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, moi je fais beaucoup d'ossature bois, vous le savez, et lorsqu'on fait de l'ossature bois, on a le problème de la lisse basque. La lisse basque qui est la pièce de bois qui est la plus sujette aux intempéries, à la putréfaction. Bon, en général, on utilise du classe 4, classe 3, classe 4, mais bon, voilà. Donc Purnit, c'est un produit dont je vais vous reparler et qui potentiellement peut faire office de précadre. Je vous rappelle qu'il y a 20 ans en arrière, quand j'avais démarré les maisons ossature bois, et les maisons en bois, j'avais dessiné un système de précadre pour les maisons en bois qui aujourd'hui est vendu partout. Donc il n'y a pas de raison que je ne puisse pas redessiner un concept pour les maisons containers. Je pense à la Purnit parce qu'elle se travaille comme du CTBH, comme de l'OSB, comme du MDF en gros, mais elle est imputrescible, elle est résistante au feu, elle fait un excellent pont thermique. Donc bon, ça je vous en reparlerai. C'est un problème qui est en passe d'être résolu. J'attends que la société Arctic me fasse un retour sur l'utilisation de la Purnit en précadre pour les maisons containers. On a une manière de stopper le point de rosée, on a une manière de stopper la condensation en intérieur, et là je vous en reparle avec la projection de liège. Donc maintenant, je vous le dis clairement, les amis, j'en suis absolument certain. Donc la société moi que j'ai contactée, c'est Soliège, c'est Romain Grenon. Romain Grenon, bon, c'est quelqu'un de comme nous, quoi. C'est quelqu'un qui est humain, qui parle, il n'y a pas de problème, on peut discuter. Je vais vous dire pourquoi Romain Grenon m'a fait plaisir. Donc c'est la société Soliège, parce que moi je l'ai appelé, il ne savait pas qui j'étais, il ne savait pas que j'avais un magazine, il ne savait pas que j'avais 40 000 lecteurs par mois, et je lui ai dit j'ai une maison container sur laquelle j'ai une problématique pour stopper le point de rosée, et j'aimerais utiliser la solution Soliège. Alors au lieu de me dire Serge, je vais te vendre pour l'équivalent de 300 mètres carrés de pulvérisation de liège, de projection de liège, il est allé plus loin que ça, parce que c'est un homme honnête, et il m'a posé la question, il m'a dit tu veux faire quoi, machin et tout. Bon, j'ai expliqué, et il m'a dit non. Il m'a dit, écoute, moi je te garantis la solution Soliège en intérieur, je ne te la garantis pas en extérieur. Je vous rappelle que sur les maisons containers qu'on fait actuellement, effectivement, on a les surfaces intérieures nues, c'est-à-dire c'est la tôle. Et moi, je voulais faire une solution de projetage Soliège extérieur. Eh ben, Romain Grenon, il aurait pu faire une belle vente, hein. Enfin une belle vente, c'est relatif, hein, on est bien d'accord, mais il aurait pu mettre en avant et vendre son produit, mais en fait, mu par son honnêteté, il m'a dit non, il m'a dit je te la garantis pas en extérieur, donc je le remercie. Par contre, en intérieur, c'est une solution qui est extraordinaire, j'ai fait le test sur 1 mètre carré, c'est bluffant, voilà. Donc c'est une bonne solution, ça marche. Je remercie Romain Grenon, on en reparlera de la solution Soliège pour les gens qui veulent doubler les parois intérieures en contre-cloison. Donc les contre-cloisons, je le rappelle, c'est toute la périphérie du bâtiment, côté intérieur, avec une isolation et un parement en revêtement définitif d'embellissement. Placo-plâtre ou tout ce que vous voulez. Bon, ok. Ensuite, je reparle, encore une fois, je suis désolé les amis, de l'assemblage des conteneurs par soudure et de la soudure des étriers de bardage sur les conteneurs. Donc, je le répète, alors, ne me dites pas, oui, enfin, je veux dire, c'est saoulant ces histoires, donc on en reste sur les faits, d'accord. Donc, on perce le conteneur quand on soude sur les parois latérales, donc ne vous amusez pas à faire ça, déjà d'une part, parce que même les bons soudeurs arrivent à percer le conteneur. Donc si vous souhaitez garder vos tôles au nu intérieur telles quelles, ce que j'ai vu dans les vidéos là, eh ben, si vous faites du soudage d'étrier sur les parois, ben, vous allez les percer tout simplement, parce que une fois sur deux, une fois sur trois, vous allez faire une belle soudure, mais le reste, ça va être des soudures merdiques. Donc il y a deux solutions, soit vous ne les percez pas, vous êtes un excellent soudeur, c'est-à-dire vous êtes un soudeur OHQ, ouvrier hautement qualifié, ce qui m'étonnerait,
soit vous faites de la publicité, vous n'êtes pas un bon soudeur, et vous allez percer le container, ou alors vos étriers ne vont pas tenir. Je pense avoir été suffisamment clair. Quand on est capable de dire devant des centaines de milliers de personnes qu'on peut acheter un poste à souder TIG, MIG, et en 3 semaines apprendre à souder, donc moi je vous dis ça s'appelle du mensonge, quoi. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter de tourner autour du pot, c'est du mensonge, c'est de la connerie. Vous ne serez pas soudeur en 3 semaines, vous ne serez pas soudeur en 1 an, vous serez soudeur en 2 ans, 3 ans, avec force d'habitude et de travail. Voilà. Donc à venir souder les tôles des containers sans les traverser quand on n'est pas un soudeur professionnel, c'est pas évident. Et le cas inverse, c'est que si vous ne les traversez pas, votre soudure sera mal faite. Il n'y a qu'un soudeur expérimenté qui est capable de faire ça. Donc je vous renvoie vers la vidéo, je mettrai peut-être en lien la vidéo de l'ABS. C'est un jeune qui connaît la soudure, qui connaît la métallerie, qui connaît la ferronnerie. Donc lui, oui, lui, il n'y a aucun souci. Et tous les autres qui vont venir dans les commentaires me dire « Mais non, mais moi, Serge, je sais souder. » Mais les gars, je ne vous ai pas dit ça. Je ne vous ai pas dit que vous ne saviez pas souder. Donc si vous êtes soudeur et que vous savez souder, allez-y les mecs, faites-vous plaisir. Je vous dis simplement qu'on n'a pas le droit de dire à 100% de la population qui nous écoute sur YouTube il suffit d'acheter un TIG MIG et puis vous allez faire des soudures. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord ? C'est un mensonge. Ok ? Fake news. Le truc sur le cactus. Regardez le cactus. Fake news. J'adore ça, moi, ça me régale. Donc, deuxième chose, souder les containers les uns aux autres. Eh ben, c'est exactement la même chose, les gars. Si vous êtes un soudeur expérimenté, OHQ, ouvrier hautement qualifié, peu importe, si vous êtes un très bon bricoleur, que vous faites des soudures depuis des années, et que jamais aucune soudure n'a cassé, je vous dis oui, allez-y. Mais ça ne marche que pour vous, c'est-à-dire ça ne marche que pour un tel et un tel. Ça ne marche pas pour l'ensemble de la population. Donc je reste sur le système de boulonnage et je continue à penser que le boulonnage est le meilleur système, notamment pour ceux qui ne savent pas ou peu souder. Voilà, et qui ont du mal à réussir à faire des soudures, parce que la tôle d'un conteneur, c'est 2,5 mm d'épaisseur, donc les parois, mais au niveau des angles, on est sur du 6 ou 7 mm, et au niveau des IPN, en bas, je dis toujours IPN, pardonnez-moi, ce ne sont pas des IPN, mais je vais dire ça tout le long, c'est pas du tout la même chose. Donc boulonnez. Vous boulonnez, et ça marche très bien. Et tout le monde sait à peu près faire un pré-perçage, changer de diamètre de forêt et finir avec un boulonnage léger, souple, sans cisailler dans l'acier. Tout le monde peut faire ça, mais la soudure, tout le monde ne peut pas le faire. Donc ça, il faut vraiment arrêter de dire des bêtises. Ok ? Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous, qui sera la dernière bêtise que j'ai vue sur vos vidéos, les amis, c'est qu'une charpente, ça ne se ferme pas. Hein. Alors là, vous pouvez mettre des commentaires si vous voulez, mais une charpente, ça ne se ferme pas. Une charpente, ça s'aère. D'accord ? Donc c'est soit vous faites une charpente avec une couverture quelle qu'elle soit, et vous faites une aération basse, une aération haute via des closoirs quels qu'ils soient. Soit vous faites une charpente, vous mettez des EPDM, et là, votre charpente, elle ne respire plus. Okay ? Donc votre charpente, elle est morte dans 4 ans ou dans 5 ans. Donc vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Ok ? Donc, je reviens sur ce que je disais préalablement dans ma première vidéo. 2 poutres de 225 ne font pas une poutre de 450. Ça, c'est une connerie monumentale. Mais ça, il n'y a pas besoin d'aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Il suffit d'avoir fait quelques semaines ou quelques mois de bâtiment, et notamment de charpente, pour savoir que c'est une hérésie. Donc, ça, vous le trouvez dans les Kinder Surprise, mais vous ne le trouvez pas sur le bâtiment, d'une part. Et d'autre part, on ne ferme pas une charpente. Une charpente doit être aérée. D'accord ? Donc moi, je vous dirai dans la dernière vidéo et dans les ouvrages qui vont sortir, puisque je rédige un ouvrage qui est l'équivalent d'un DOE, d'un dossier des ouvrages exécutés, que je vais soumettre à plusieurs organismes formalisateurs, comme le CSTB par exemple. Donc ça sera un ouvrage qui sera soumis à comité de lecture pour tous les professionnels du bâtiment qui veulent venir mettre leur grain de sel, apporter des idées. Pourquoi pas me contrarier ? Moi, ils peuvent me contrarier, il n'y a pas de problème. Si c'est pas bon, il faut le dire, au contraire, il faut le dire avant. Voilà. Donc on ne ferme pas on aère une charpente, on ne la ferme pas, une charpente en bois, je parle. Voilà. Donc quand vous faites votre charpente et qu'ensuite vous bourrez de boîtes de cellulose, qu'ensuite vous venez mettre un EPDM et que vous ne créez pas de ventilation haute et ventilation basse, votre charpente, elle crève.
Voilà, tout simplement, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, voilà. Donc on va reparler de cette solution-là et vous remarquerez pardon, que sur mes vidéos, la charpente est aérée en bas, en haut, et notamment sur le toit terrasse, puisqu'on va faire des ventilations, des mortaises de ventilation qui vont permettre d'avoir une aération constante des éléments de charpente. Et notamment, là, on a pris en plus du classe 4. Donc c'est un bois qui est autoclavé, qui ne risque absolument rien. Allez, donc tout ça pour vous dire que, les amis, je vous remercie, je suis vraiment fatigué parce que j'ai les épaules complètement défoncées, j'ai le dos complètement défoncé, je vous montrerai les photos. Ce que vous voyez sur les photos, les amis, vous ne le faites pas. C'est pas parce que moi je monte sur une échelle à 7 mètres, torse nu, que vous devez le faire. Parce que moi je suis un vieil homme maintenant, j'ai fait ça quasiment toute ma vie, donc il n'y a pas de problème, mais vous ne faites pas, vous travaillez vos containers à hauteur d'homme, c'est-à-dire vous travaillez vos containers quand ils arrivent, vous les dispersez, vous faites en sorte que vous puissiez courir autour avec des petites plateformes, donc tous au sol, et vous les travaillez au sol et ensuite vous les montez. Voilà. Faire ce que je fais là, moi je le fais parce que c'était un chantier école, parce que je voulais venir en aide aux clients, parce que je voulais voir par moi-même toutes les difficultés qu'on peut rentrer sur un chantier de maison container. Donc ça, vous ne le faites pas. Vous travaillez vos containers au sol et vous faites le levage après. En termes de levage, toujours pareil, donc le levage, il faut le prendre en considération, c'est très important. Je pense que j'ai à peu près tout dit. On verra pour les parements intérieurs. Ma dernière vidéo sera la vidéo où on verra vraiment la maison complète. Alors oui, je le répète, si vous ne voyez pas des vidéos sur lesquelles je suis en train de faire semblant de travailler, c'est tout simplement parce que je ne fais pas semblant et je travaille. Donc je ne peux pas travailler et prendre des vidéos. Ça, c'est pas possible, à moins d'être intermittent du spectacle. Donc dans la dernière vidéo, on fera une synthèse avec le client, on fera une synthèse avec les intervenants. Donc sur ce chantier-là, j'ai repris l'intégralité du chantier, j'ai essayé de résoudre la plupart des problèmes, mais surtout je l'ai fait de A à Z. Je n'ai pas juste donné des directives le matin et puis après je suis parti boire un espresso. Non, absolument pas du tout. J'ai tout fait, donc on pourra en parler clairement et sérieusement. Je vous remercie les pillous, on se revoit dans... Allez, on va dire moins d'un mois maintenant pour la vidéo définitive. Faites-vous plaisir les gars. Faites-vous plaisir. En autoconstruction, je valorise l'autoconstruction, mais soyez professionnel, d'accord? Même en tant qu'autoconstructeur, parce que mettre 100 000 euros dans une autoconstruction, si c'est pour qu'elle vaille le prix de la tôle dans 10 ans, ça ne vaut pas le coup, d'accord? Donc soyez sérieux. Allez chercher les infos, abreuvez-vous de tout ce qui peut être artistique, esthétique et ainsi de suite sur le domaine sur lesquels moi je ne peux pas être absolument pas compétent, de gustibus et coloribus non disputandum, on ne discute pas les goûts et les couleurs. Par contre sur la partie technique, si je vous dis dans ma première vidéo que ça va déconner, eh ben non, maintenant je vous dis dans ma 5e ou 6e vidéo que ça déconne, d'accord? Donc faites-moi confiance, et encore une fois, j'ai pas la science infuse, on va travailler tout ça. Mais dans quelques semaines maintenant, voire mois, en tout cas avant la fin de l'année, on aura tous les éléments factuels qu'on va compiler, qui seront ouverts à discussion, qui seront soumis à comité de lecture, et surtout qui seront open source. C'est-à-dire on arrête de se cacher les informations, parce que j'ai contacté, vous pensez bien, j'ai contacté 2-3 constructeurs de maisons individuelles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, constructeur de maisons individuelles, qu'on soit bien d'accord. Construction de maisons individuelles en maçonnerie, en briques, tout ce qu'on appelle les techniques courantes de construction, ça existe. Constructeurs de maisons containers, ça n'existe pas. Voilà. Ils n'ont pas la dommage ouvrage, ils ne sont pas constructeurs de maisons individuelles. Ils sont aménageurs, ils sont constructeurs, ils sont entreprises générales du bâtiment, vous pouvez trouver ce que vous voulez, ferronniers, métalliers, pas de problème. Mais ils ne sont pas constructeurs de maisons individuelles, containers. Ça n'existe actuellement pas, je le répète. Voilà. On reviendra sur le problème juridique et on va le résoudre en fin d'année. Fin d'année, on résoudra le problème juridique d'une maison container pour que vous puissiez avoir vos prêts, pour que vous puissiez avoir les garanties nécessaires, pour que vous puissiez avoir ce qu'on appelle la dommage ouvrage, donc je reviendrai là-dessus. Ça ne peut pas se faire si les seuls promoteurs de la maison container sont des youtubeurs. Ça pourra se faire si les promoteurs de la maison container sont des
professionnels du bâtiment, des bureaux d'études, une validation, des essais techniques. Voilà. Là, on pourra y arriver. En l'état actuel, non, c'est une blague. Donc, vos 100 000, 120 000 euros, vous ne faites pas n'importe quoi avec. Je vous dis tchou, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous les pillous, abonnez-vous, on arrive à 2400 abonnés dans pas longtemps. Je vous le répète, ça serait super bien qu'on arrive à 5000 abonnés, c'est hyper important, à la fois pour la visibilité de la chaîne, mais aussi pour promouvoir Normalbat, mon école du bâtiment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao les libellules, salut.